On est aujourd'hui le lundi 18 Tevet, on est le 16 janvier. Et je voudrais m'excuser auprès de ceux qui ont hâte que je revienne d'une manière beaucoup plus directe, beaucoup plus visible dans des cours de Torah netto, bien que de toute façon, tout ce qui sort de ma bouche, en tous les cas, tout ce qui sort de ma bouche en public, est bien évidemment toujours, absolument toujours lié à la Torah, mais quoi qu'il en soit, j'imagine que certains d'entre vous préféreraient revenir à une étude plus classique, et ce n'est pas vrai en ce qui me concerne. Et donc, je m'excuse, je demande des excuses, mais aujourd'hui encore, je ne sais pas ce qu'il y aura demain ni après-demain, mais aujourd'hui encore, j'aurais voulu rester dans l'actualité et préciser encore certaines notions importantes, d'autant plus que, comme j'espère vous le comprendrez, comme vous le comprenez, je regardais parce que j'ai un livre dont j'ai besoin, mais que j'ai mis un peu loin de moi. Bon, c'est pas grave, j'irai le chercher tout à l'heure. Et quoi qu'il en soit, comme vous le comprendrez, les points qui vont être évoqués aujourd'hui sont, je pense, très très importants. Pourquoi j'ai envie et besoin, et peut-être voire même le devoir de rester dans l'actualité? Parce que, comme nos maîtres nous l'enseignent, Gadol Talmud Torah Shemevi Lide Maaseh. La grandeur de la Torah, c'est précisément parce qu'elle mène à l'action. Une Torah, une étude qui n'aboutit pas à une action réelle, concrète dans le monde, n'est pas une véritable étude. Elle reste finalement ce que malheureusement est devenu pour la plupart d'entre nous la Torah. Elle reste une religion, c'est-à-dire ce que j'appelle dans mon langage le culte du nombril. C'est-à-dire ne vivre que pour soi, soi-disant vivre pour le maître du monde, mais en vérité on ne vit que pour soi, pour se créer une bulle d'air spirituel qui flatte notre ego, et surtout parce qu'on vit dans l'espoir de mériter le paradis, le monde à venir, et finalement c'est toujours du « et moi, et moi, et moi ». La Torah n'a de sens que si elle me pousse à m'engager dans ce monde, à agir dans ce monde, à être réellement en phase avec la réalité telle qu'elle est, et pas telle qu'on voudrait l'imaginer, parce que lorsque l'on vit dans l'imaginaire, finalement on passe sa vie à rester à côté de la véritable raison pour laquelle le maître du monde nous a donné cette vie. Je sais que il y a tellement à dire sur cette idée, sur cette notion, parce que notre peuple, comme tous les peuples d'ailleurs, est tellement intoxiqué par un langage religieux officiel et tellement répandu jusqu'à aujourd'hui, et ceci depuis des siècles et des millénaires, que c'est très difficile de changer les mentalités, de changer les consciences et d'ouvrir les yeux peut-être plus encore à ceux qui se croient religieux qu'à ceux qui ne le sont pas, parce que comme partout, pas seulement chez nous, celui qui pense être avec Dieu est beaucoup plus difficile à réveiller que celui qui sait que de toute façon il n'est avec personne qu'avec ses fantasmes visibles. Mais celui qui pense être avec Dieu vit dans des fantasmes invisibles et couronné de sainteté, et donc c'est pour ça que c'est très difficile de lui ouvrir les yeux, de lui faire prendre conscience à quel point il se détruit et détruit sa vie et finalement détruit le monde en ne faisant rien pour essayer de l'améliorer. Mais quoi qu'il en soit, après cette introduction, je voudrais revenir sur l'essentiel, sur l'actualité, suite entre autres à ce qui s'est passé hier à Tel Aviv, suite à tous les cours qui ont déjà été donnés, suite à de nombreux, très nombreux messages que j'ai pu recevoir. Et je voudrais vous lire aujourd'hui une lettre, un message, ça sera la première partie du cours, il y aura une deuxième partie dans ce cours avec l'aide du Maître du Monde, mais la première partie de ce cours, je voudrais vous lire une lettre que j'ai reçue d'un ami qui est un ancien diplomate, un diplomate français qui a eu
des liens, des relations très, très serrées avec le monde diplomatique français, comme vous allez le voir dans la lettre. Et d'où et comment je suis en contact avec ce diplomate français qui a travaillé au Quai d'Orsay et dans d'autres endroits. Tout simplement parce que, comme vous le savez, le site aujourd'hui est partout. Vous êtes tous au courant de mes liens avec le chef prieur de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Le site est rentré là-bas aussi, ou le site ne rentre pas aujourd'hui. Le site nous permet d'avoir des contacts aujourd'hui avec des généraux français, avec des politiques français, avec des prêtres, des cardinaux, des curés, et ceci partout dans le monde. En tous les cas, partout dans le monde en langue française en ce qui concerne ce site. Et donc, c'est ce qui ne peut qu'enrichir, évidemment, les enseignements que je donne, puisque étant directement lié, branché, et avec des personnages qui sont et qui font l'actualité d'une certaine manière, chacun dans sa branche, Don Alberto au Vatican dans la religion catholique, ou des officiers dans l'armée française, des commissaires dans la police, des anciens responsables des francs-maçons en France ou ailleurs, etc. Et ici donc un ancien diplomate, il n'est plus actif aujourd'hui, en tous les cas plus de cette manière-là, dans la diplomatie française, il est encore actif sur la scène internationale, mais en tous les cas plus de cette manière-là. Et donc, comme des dizaines, des centaines, et j'oserais presque dire des milliers d'autres, des personnes qui se sont rapprochées du judaïsme, rapprochées de la Torah et surtout rapprochées d'Israël grâce aux enseignements qui sont diffusés aujourd'hui grâce à la technologie et qui ont ouvert les yeux et qui ont compris la grandeur et l'importance du peuple juif et qui ont décidé de changer de route et de commencer une nouvelle route main dans la main avec le peuple juif. Et surtout le peuple d'Israël. Quand je parle du peuple juif, je parle du vrai peuple juif, celui qui est en Israël aujourd'hui ici. Ne prenez pas mal ce que je dis, pas que les autres ne sont pas juifs ou ne sont pas de vrais juifs, mais en tous les cas, ils sont encore comme quelqu'un qui est au minimum sans paire de chaussures, et donc il ne peut pas sortir dehors, il ne peut rien faire car il ne peut pas sortir pieds nus. Un juif qui ne vit pas en Israël aujourd'hui est comme un homme pieds nus, il est coincé chez lui dans sa petite bulle personnelle et individuelle et il ne peut pas faire grand-chose ni pour son peuple ni pour le monde, même s'il croit faire. Ce n'est qu'en Israël que l'on peut véritablement faire quelque chose pour son peuple et pour le monde entier. Mais ça, ce n'est pas important pour l'instant ce que je dis. Donc, on va lire la lettre de ce diplomate. On va la commenter en partie, là où ça sera nécessaire. Ce message confirme évidemment énormément d'enseignements que j'ai déjà pu donner. Je ne l'ai reçu que hier soir, en rentrant d'ailleurs de la manifestation qui a eu lieu à Tel Aviv. Et donc, bien évidemment, je vais garder l'identité de cette personne cachée, mais en tous les cas... ce message est chez moi et je pense que vous n'imaginez pas que j'inventerai et que je me permettrai d'inventer des messages que je n'ai pas reçus. Donc on va y aller. Alors, bonsoir Rav. Concernant la conférence de Paris sur la paix au Proche-Orient, c'est-à-dire la paix au Proche-Orient bien sûr entre parenthèses, entre guillemets, je voulais vous faire part en tant qu'ancien officiant à la fois au Quai d'Orsay, donc ce diplomate a exercé, a officié, comme il le dit lui-même, au Quai d'Orsay, à l'Union européenne, il était aussi à l'Union européenne et à l'ONU. Il met, entre parenthèses, « J'étais un vrai fils des nations avant que je ne cherche Hachem et le trouve ». Aujourd'hui, cette personne est très proche du peuple d'Israël, très proche d'Israël, très proche de moi-même et de mes cours. Et donc je voudrais, après qu'il nous prévient qu'il n'invente pas, parce que c'est un ancien diplomate du Quai d'Orsay, de l'Union européenne, de l'ONU, un vrai fils des nations, français fier de l'être, je voudrais vous transmettre mes impressions. En termes de diplomatie, Jean-Marc Ayrault, l'actuel ministre français des Affaires étrangères, s'inscrit dans la droite ligne de la gauche française, pro-arabe et défendant, entre guillemets, les opprimés palestiniens contre, entre guillemets,
l'occupation israélienne. Le schéma classique, le petit Jésus aujourd'hui, comme on le sait, c'est les Palestiniens. Le monde chrétien a toujours eu besoin de trouver une victime pour pouvoir décharger toute sa haine contre les Juifs. Pendant des siècles, la victime, c'était le petit Jésus lui-même, d'ailleurs juif autant que moi et que mes parents. Et ils en ont fait ce qu'ils en ont fait. Je suis certain que si Jésus revenait aujourd'hui, il en aurait des convulsions de voir ce qu'on a osé faire en son nom et surtout ce qu'on a osé faire à son peuple, aux fils et aux filles de son peuple en son nom. Mais quoi qu'il en soit, comme on le sait, donc le monde occidental a toujours eu besoin d'un petit Jésus pour pouvoir frapper celui qui est responsable de tous les malheurs du monde. Et dans le monde moderne, Jésus a été remplacé par les Palestiniens. C'est évident, je veux dire, il y a même des caricatures qui montrent un Palestinien avec la keffia dans la fameuse crèche, et puis autour de lui, tous les personnages de la crèche de Jésus, mais clairement représentés comme des Palestiniens, pour bien montrer l'ironie, le cynisme de l'Occident qui s'est trouvé un nouveau Jésus. Et bien évidemment, cette thèse du nouveau Jésus, le Judas, le méchant, le juif, bien évidemment, l'opprimé, le malheureux, le petit Jésus palestinien, bien évidemment, et qui est, on pourrait dire, l'auteur de cette nouvelle farce internationale, de cette nouvelle religion laïque cette fois-ci, mais religion quand même, c'est bien sûr la gauche. Je précise en ce qui me concerne, quand je parle de la gauche, je pense que c'est le cas de mon ami aussi. On ne parle pas uniquement de la gauche politique. Ça fait longtemps que la gauche politique n'est que l'ombre du cheveu de la gauche idéologique qui, elle, se trouve partout et rentrée partout et se trouve aussi dans la plupart des partis de droite politique, je dis bien. La gauche est une idéologie qui est partout aujourd'hui. C'est la respiration du monde occidental. Même si on est de droite et même si on est d'extrême droite, en ce sens, je ne sais pas si Marine Le Pen l'acceptera, mais je pense qu'elle est très très gauchiste, elle aussi, sans le savoir, dans le sens que j'explique bien sûr. Alors, notre ami continue et dit, pour l'avoir rencontré, donc ayant travaillé lui-même au Quai d'Orsay, à l'ONU, etc., donc notre ami a rencontré l'actuel ministre français des Affaires étrangères et il nous explique. C'est quelqu'un qui a un énorme ego, ça rejoint un petit peu les cours donnés sur l'ego, ego qu'il a hissé au poste où il est désormais, donc un véritable combattant qui est un expert dans le culte de l'ego, et ça lui a permis de monter, donc je répète, ego qu'il a hissé au poste où il est désormais, alors qu'il a commencé comme fils d'ouvrier et professeur d'allemand. Donc quelqu'un qui vient, par rapport bien sûr aux valeurs de l'Occident, qui vient de très très bas sur le plan social et professionnel, et qui montre donc la force qu'il a, c'est-à-dire quelque chose que je dis avec respect, quoi qu'il en soit. Même si l'ego des fois fait très mal, quand il est mal géré, l'ego c'est ce qui malgré tout permet à un homme de monter, ça a été son cas à lui. Et donc il est arrivé donc à monter au plus haut de l'échelle on pourrait dire de la société française, qui est, comme on le sait, comme notre ami l'explique, dans un monde d'énarques et de Sciences Po dont je fais partie, c'est-à-dire que la personne qui m'écrit souligne aussi que lui-même fait partie de ce monde, faisait partie de ce monde des Sciences Po, des énarques, en vérité toute la classe politique réelle française. Et lui ne vient pas ni de Sciences Po, ni de l'énarque, à la différence de la personne qui écrit ici, et quelqu'un donc qui s'est véritablement formé seul par les muscles de son bras, et donc ce qui va nous permettre de un petit peu mieux comprendre la suite. C'est pour ça que le point est important. Il a longtemps rongé son frein, donc lorsqu'il était maire de Nantes, car il aspirait à des fonctions gouvernementales. Il a toujours aspiré à aller beaucoup plus haut. Et c'est quoi les fonctions gouvernementales auxquelles il aspirait? C'est le ministère des Affaires étrangères étant le plus prestigieux, la plus prestigieuse et influente au niveau international,
après celle du président de la République. Comme on le sait en France et dans beaucoup d'endroits, le poste de ministre des Affaires étrangères est pratiquement aussi important au niveau du travail, des responsabilités et surtout des changements que cela peut entraîner dans le monde, est aussi important ou presque que le poste de président. Donc peut-être se disant que pour l'instant, il ne pouvait pas viser directement la présidence, au moins qu'il arrive aux affaires étrangères. Continuons. Le mandat de François Hollande prenant fin en mai, il lui fallait, à Jean-Marc Ayrault, imposer sa marque sur le dossier, et la personne marque-le avait en majuscule, sur le dossier mondial traditionnel, parce que chaque religion a sa tradition, et dans la religion politique, la tradition à laquelle personne n'a le droit de se soustraire, c'est le conflit israélo-palestinien, bien sûr, qui est mis entre guillemets dans le texte, tel qu'on l'appelle dans ces cercles. C'est-à-dire dans le cercle politique, surtout dans les cercles de politique internationale, la tradition, c'est que tu dois t'occuper du dossier fondamental, ça veut dire celui vraiment dont le sort du monde dépend, le conflit israélo-palestinien. Ça veut dire que, bien évidemment, vous devinez ce que les lignes, ce que le non-dit de notre ami transpire, ça veut dire que finalement, le culte politique mondial est fondé sur un axiome, sur une profession de foi, je crois, comment dire, enfin sur une affirmation religieuse qui est que le sort, l'avenir du monde dépend de la résolution du conflit israélo-palestinien. Ça veut dire on s'est inventé un Dieu, on s'est inventé une tradition, on s'est inventé un gentil, on s'est inventé un méchant, et tout tourne autour de ça. Le monde a besoin de religion. L'un de mes maîtres, dans ce domaine uniquement bien sûr, Marx, je plaisante bien sûr, mais presque, disait, et vous le savez tous, l'opium, la religion est l'opium des peuples. Je pense que jamais un homme n'a dit une chose aussi intelligente, aussi remarquable, aussi fondamentale que ce que cet homme a dit. Ça veut dire qu'en une phrase, il a expliqué toute l'histoire du monde. L'homme ne peut pas vivre sans religion parce que l'homme ne peut pas vivre sans opium. Et la religion, ce n'est pas uniquement la religion telle que l'on en parle dans les églises ou les avidés dans les synagogues. La religion, c'est tout culte qui donne un sens à ma vie, toute raison de vivre. Et dans une religion, il y a toujours le même schéma fondamental, la source inspiratrice, le gentil, le méchant, le problème fondamental qu'il faut résoudre. Le monde moderne s'est créé une nouvelle religion dont le sens, le problème fondamental à résoudre, c'est le conflit israélo-palestinien. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre problème fondamental, c'est le problème. Comme dans une religion qui place le problème fondamental entre la lutte entre le bien et le mal, le conflit entre l'ange et le Satan, entre Dieu et le Satan, etc. Donc, toutes les règles religieuses sont les mêmes aujourd'hui, sauf que le style, le langage a été remplacé. On a remplacé le Satan par Israël, on a remplacé l'ange par les Palestiniens, et c'est le problème qu'il faut résoudre, sinon t'es complètement à côté de la plaque. Donc évidemment, tous les dangers de ce monde, tout ce qui se passe, toutes les menaces réelles, et tout ce qui, de toute façon, détruit jour après jour le monde est complètement focalisé, complètement voilé pour que tout le monde ne s'occupe que du vrai faux problème, de manière à ce que personne ne s'occupe du vrai problème. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit hier dans mon intervention à Tel Aviv, en partie. Bon, c'était pas des cours, c'était des petites interventions. Mes interventions et une partie de la soirée d'hier seront bientôt sur le site. On est en train d'y travailler et vous verrez certaines choses que j'ai pu dire à ce moment-là, justement sur cette volonté criminelle des dirigeants du monde de dévier l'attention des peuples vers de faux problèmes pour les empêcher de voir qu'on est en train de les manipuler, de les détruire et finalement de les transformer en esclaves pour le compte de quelques milliers d'hommes qui dirigent le monde. Mais quoi qu'il en soit, on continue ce que cette personne explique. Alors, pour sa défense, malgré tout, un point positif en ce qui concerne notre personnage, c'est-à-dire donc le ministre des Affaires étrangères de France,
Des conférences presque similaires ont été organisées concernant la situation en Syrie. Donc il a lui-même organisé des conférences presque similaires concernant la Syrie, dont une à Paris. Maintenant, notre ami met entre parenthèses quelque chose de très intéressant, qui suggère quelque chose de fabuleux. Il dit au moins une de ces conférences, est entre parenthèses dans le texte, rassemblait également 70 pays. Il serait intéressant de savoir si ce sont les mêmes 70 pays qui étaient à Paris, participant à établir un parallèle cynique et inapproprié entre les deux conflits. C'est l'un des points les plus forts, à mon avis, de ce texte, encore avec un ou deux. C'est fabuleux. C'est d'autant plus fabuleux que c'est un ancien diplomate du Quai d'Orsay qui parle. Ça veut dire qu'il comprend et qui ressent tous les rouages avec tout le cynisme et l'hypocrisie de la politique étrangère française, comme elle l'a toujours été, parce que évidemment, utiliser les mêmes formes pour parler du conflit, du génocide, du conflit et du génocide qui se trame en Syrie, utiliser les mêmes formes au niveau rassemblement et au niveau réunion des nombreux représentants des peuples jusqu'à 70, c'est bien sûr pour créer un séminaire, pour dire finalement ce qui se passe entre les Israéliens et les Palestiniens, c'est du même ordre que ce qui se passe en Syrie. Ça veut dire c'est un génocide, c'est un massacre, c'est du viol, c'est du découpage d'enfants en morceaux, c'est des découpages de têtes, c'est horrible ce qui se passe. Et évidemment, qui sont les méchants, qui sont les gentils, c'est suggéré d'une manière évidente. Enfin, quelqu'un va penser que ce sont les Palestiniens les méchants, franchement, ça ne peut être que les Juifs. N'oublions pas que c'est quand même eux qui ont tué Dieu, c'est eux qui ont empoisonné les puits pour tuer presque un tiers de l'Europe au Moyen-Âge, et c'est eux qui boivent le sang des enfants chrétiens pendant le soir du Seder, en même temps qu'ils mangent la matzah. Donc c'est forcément eux qui massacrent bien sûr les Palestiniens. C'est extraordinaire ce que notre ami dit ici, c'est fabuleux, c'est fabuleux, j'ai pas de mots. Ça veut dire avoir le culot d'organiser une conférence concernant le drame, le génocide, l'incroyable catastrophe qui se passe en Syrie, utiliser les mêmes moyens pour parler et pour essayer de résoudre le problème israélo-palestinien, c'est montrer une fois de plus le cynisme criminel de la diplomatie internationale qui veut nous faire comprendre que c'est le même genre de problème, c'est de la même importance. Bravo pour la remarque, vraiment bravo, bravo. Et la personne, notre ami continue et dit « Et la France a été très active à l'ONU sur le conflit syrien, l'une des nations les plus actives. » La France, donc c'est toujours la même analogie, c'est la France qui est la plus active concernant le conflit en Syrie, c'est la France qui est la plus active concernant le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire, vous voyez, on s'occupe de tous les monstres, on s'occupe du monstre syrien et on s'occupe du monstre israélien. On s'occupe de freiner le massacre de civils syriens en Syrie, on s'occupe de freiner, d'arrêter le massacre de civils palestiniens en Palestine. Alors, la personne continue et nous dit « Cependant, vous avez tout à fait raison. » Alors maintenant, regardez, c'est la deuxième partie la plus extraordinaire du texte. Les hauts responsables français savent très bien, la personne marque très en majuscule, savent très bien qu'une Palestine indépendante mènera au chaos. Les responsables français savent très bien qu'une Palestine indépendante mènera au chaos, car les Arabes sont incapables de bonne gouvernance, de renoncer à la violence et à un honneur mal placé, et bien sûr sont incapables d'accepter la présence d'Israël, maintenant entre parenthèses, si pas ouvertement au niveau des autorités, au moins officieusement et surtout au niveau de la population. Ça veut dire que, comme je l'ai dit avant de recevoir ce message, c'est sur mon site, c'est absolument évident que le monde sait très bien que c'est absolument impossible d'imaginer que l'État palestinien sera un État moderne, démocratique, ouvert, tolérant, etc. Ils le savent très bien. Il suffit de voir partout dans le monde où existe un État arabe ou musulman ce qui s'y passe. Partout dans le monde. Les seuls pays où ça tient
plus ou moins, c'est les pays où il y a une dictature affreuse, violente, criminelle à la tête. Et donc les peuples se tiennent plus ou moins en carreau. Et cette dictature-là tient le peuple plus ou moins dans le calme, en massacrant tous les jours des dizaines, en mettant en prison des centaines ou des milliers. Et de toute façon, ces dictatures-là, par rapport à Israël, ont toujours été en guerre, par rapport à Israël. Et de toute façon, aujourd'hui, l'ère des dictatures telles qu'on les a connues encore jusqu'à Saddam Hussein, Kadhafi, etc., ou bientôt Assad peut-être, ont disparu ou disparaissent. Aujourd'hui, c'est l'islam radical qui prend le dessus partout. On a une expérience à notre frontière. On a une expérience, on s'est retiré du Gush Katif au moment où, dans la bande de Gaza, c'était l'OLP qui dirigeait. En l'espace de quelques mois, le coup d'État, l'OLP a été massacré, c'est le Hamas qui a pris le dessus. C'est ce qui va se passer à Ramallah si on signe un traité de paix avec l'OLP. Quelques mois après, on aura en face de nous le Hamas qui déjà lui-même, on commence à le regretter. Je dis, mais écoutez-moi bien ce que je dis. J'ai encore un petit peu d'avance par rapport à ceux qui m'écoutent, mais étant sur place, c'est normal que je le sache. Le Hamas est en train lui-même, doucement, sûrement, d'être remplacé par les salafistes, c'est-à-dire en vérité Daesh. Donc de toute façon, même le Hamas est bientôt une histoire ancienne. Ce qui veut dire que si on fait la paix avec l'OLP, on a demain, à 10 km de Tel Aviv, on a demain Daesh. Et ça sera de pire en pire, car eux ne savent pas s'arrêter. Chaque extrémiste d'aujourd'hui est considéré par eux-mêmes comme un modéré demain. C'est un véritable monde de fous. Donc, hors ça, c'est évident que ceux qui s'occupent de diplomatie et d'affaires internationales du matin au soir le savent 100 fois mieux que moi. 100 fois mieux que moi. Et donc, pourquoi veulent-ils nous pousser à faire la paix avec des gens qui ne seront plus là au lendemain de la signature du traité de paix? Pourquoi? Pour qu'on puisse se retrouver avec Daesh à 10 km de Tel Aviv? Vous ne le savez pas, vous, diplomates français, vous ne le savez pas. Moi, un rave, je le sais, vous, vous ne le savez pas. Vous le savez d'autant plus que de toute façon, c'est vous qui les financez, d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vous qui financez le Hamas, non, dans la bande de Gaza. Vous savez très bien que 99,9% de l'argent que vous envoyez dans la bande de Gaza est arrêté, stoppé, détourné par le Hamas et reversé après dans la construction de souterrains ou de toute forme d'armes qui serviront au futur conflit. Vous le savez très bien. Puisqu'on vous a envoyé les photos, on vous a envoyé les dossiers, vous savez tout. Vous savez très bien que rien ne résiste au Mossad israélien, donc tous les dossiers, vous les avez. On vous a montré clairement, on vous a expliqué où allait tout l'argent qui était envoyé dans la bande de Gaza par le monde entier, américain compris. Vous le savez. Donc, c'est vous finalement qui êtes responsable de tout ce qui se passe au Proche-Orient. Ce n'est même pas les Palestiniens à la rigueur. Ils ne sont qu'utilisés par la diplomatie internationale. On continue. Et donc, je relis cette phrase-là, car les Arabes sont incapables de bonne gouvernance, de renoncer à la violence et d'accepter la présence d'Israël. Alors, et les hostilités reprendront rapidement entre Israël et cette hypothétique Palestine nouvellement indépendante. Évidemment que au lendemain de la signature, c'est évidemment la guerre. Tout le monde le sait. Mais une Palestine agressive et en échec convient bien mieux à l'ordre du monde qu'un Israël qui réussit, se renforce et devient un peuple de sa terre et non plus que du livre. Quelle phrase! Je dois vous donner un Oscar, je m'adresse à mon ami, un Oscar pour cette phrase. Quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Comment qu'on peut dire des choses aussi profondes, aussi intelligentes, aussi extraordinaires? Vous savez ce que vous venez de dire? Que finalement, je m'adresse à mon ami qui écrit, que finalement ce que le monde ne supporte pas, c'est que le peuple du livre est redevenu le peuple d'une terre. Quelle phrase! Quelle phrase! J'y avais jamais pensé moi-même. Je l'avais dit, je l'avais enseigné, mais jamais d'une manière aussi synthétisée, aussi belle, aussi simple, aussi puissante que votre phrase. Le monde ne supporte pas que celui qu'on avait accepté à la rigueur comme étant le peuple du livre est en train de redevenir le peuple d'une terre. Et quel peuple!
C'est ce qui dérange. Parce que dans un livre, c'est tellement plus facile. On tourne la page et vous n'êtes plus là. Mais quand vous êtes sur une terre, vous dérangez tout le monde. Et ça, Israël, peuple d'une terre, personne ne peut l'accepter. Ça rend fou tout le monde. Quoi, vous arrivez à ne pas être que dans un livre? Merci, vraiment merci pour cette phrase. Je pense que elle sera sans doute écrite sur le drapeau du Mashiach, cette phrase-là. J'en suis très très ému, très impressionné parce que je n'arrive pas à m'arrêter dans ma compréhension de la profondeur de cette phrase. Elle est inimaginable, inimaginable. En tous les cas, qu'est-ce que notre ami dit? Notre ami dit que finalement, qu'est-ce que le monde veut faire? Vous allez voir, vous allez comprendre par la suite. Il veut 2 États pour pouvoir créer un conflit qui lui permettra d'intervenir sur place, la guerre de Gog et Magog. Ça veut dire qu'en vérité, je redis ce que notre ami va dire clairement, tant que le conflit est comme il est, il n'y a pas de raison suffisante pour envoyer une armée internationale sur place, parce qu'il n'y a pas de conflit entre 2 nations. C'est un conflit entre une nation et des terroristes. Donc ça ne justifie pas la venue de force d'une armée internationale, dont finalement la reconquête d'Israël par l'Occident. Mais quand il y aura 2 nations, à ce moment-là, comme l'ONU le fait partout, là on pourra intervenir s'il y a la guerre. Donc finalement, la conférence d'hier, c'est la préparation de la guerre réelle entre 2 nations, de manière, et c'est ça le but final, à pouvoir revenir et s'installer et reprendre Jérusalem. Une nouvelle croisade. Bravo. C'est magnifique. Alors regardez ce qu'il dit. Que se passera-t-il alors? L'ONU se réunira, condamnera les 2 parties, et au fur et à mesure de l'escalade et des morts, pour éviter un conflit régional, on enverra une force de maintien de la paix, et cela sera bien sûr décidé à l'ONU. La région sera de facto remise sous tutelle internationale, comme lors du mandat britannique, Israël menacé d'embargo, de sanctions et de conflits armés renouvelés par ses voisins arabes. La France sera la première à proposer des experts et un contingent pour participer à cette force de l'ONU, tant la région est stratégique, et cet effort se situera en droite ligne de la convoitise historique de la France pour la Terre Sainte. Reprenons notre souffle. Si ces affirmations ne provenaient pas d'un ancien diplomate du Quai d'Orsay, je dirais, bon, c'est de la religion. C'est l'explication en termes modernes de la future guerre de Gog et Magog. Donc ça reste la religion, qui vivra verra. Voici le témoignage d'un ancien diplomate du Quai d'Orsay qui vous révèle ce qui se trame dans les couloirs du Quai d'Orsay. La France et le monde sont en train de se préparer à reprendre Israël et de la retransformer cette terre en mandat plus britannique mais international. Ça a toujours été le vieux rêve de la France, comme dit cette personne, et cet effort se situera en droite ligne de la convoitise historique de la France pour la Terre Sainte. On pense aux croisés, évidemment. Les croisés étaient français. Mais également à la période des accords Sykes-Picot, que je ne connais pas, où l'Angleterre se tailla la part du lion dans la région, avec notamment le contrôle d'Israël, où la France fut lésée. Ah, je comprends maintenant. C'est-à-dire une revanche de la France sur l'Angleterre, qui au moment où la France espérait, elle, avoir ce fameux mandat qui est devenu britannique, c'est l'Angleterre qui a doublé la France et finalement le mandat est devenu britannique. Et la France espère pouvoir, elle, être le fer de lance de ce futur remandat international qui sera en vérité sous l'égide de la France. Vous imaginez, Jérusalem française, incroyable. Mais vous vous rendez compte ce qu'un diplomate du Quai d'Orsay est en train de nous révéler? Ça a beaucoup plus de force que ce que j'enseigne depuis des années, surtout ces dernières semaines, parce que, avec tout le respect, c'est clair que dans tous mes cours, il y a cette notion. Mais c'est dit par un rave. Ça veut dire c'est de l'inspiration, c'est de la prophétie, c'est de la sagesse, peu importe. Mais qui dit que c'est vrai?
Mais là, vous avez le témoignage d'un diplomate français qui confirme tout ce que nous enseignons. Le monde se prépare à la reconquête d'Israël, la destruction de la nation juive en Israël et de refaire de la Palestine finalement un mandat international. Je pourrais même rajouter, ce qui ne transparaît pas, en tout cas visiblement dans le texte de notre ami, que peut-être même les Palestiniens sont utilisés comme prétexte pour être virés eux aussi après. Peut-être que les deux seront virés, et Israël et les Palestiniens, et que l'ensemble de ce que eux appellent la Palestine sera sous mandat international, avec Jérusalem comme capitale internationale du monde, ce qui est le rêve de la France, comme on le sait, comme notre ami le dit. C'est fabuleux, c'est inimaginable, c'est époustouflant. Je crois que c'est l'un des plus beaux cadeaux que l'on m'a fait depuis des années de m'envoyer un texte pareil. C'est la confirmation d'années de travail, où j'enseigne, mais j'accepte qu'on peut toujours me dire et me rétorquer, oui, mais d'accord, c'est bien beau, mais qui prouve que c'est vraiment ce qui se passe au Quai d'Orsay? Voilà, le témoignage d'un diplomate du Quai d'Orsay. Voilà. Et donc, ce scénario, notre ami continue, ne pourra pas se produire tant que Trump sera président. Les États-Unis opposeront leur veto à toute résolution de l'ONU à l'encontre des intérêts d'Israël, à moins d'un retournement d'envergure, mais après, qui sait, à part Hachem, ce qui se passera. Ça veut dire qu'on aura sans doute une petite période de calme pour se préparer à la prochaine catastrophe pendant les 4 ou 8 ans de Trump, mais de toute façon, il n'est pas éternel. Ça me fait toujours des boutons quand j'entends tous les idiots et tous les crétins chez nous et partout dans le monde qui disent « ça y est, bon, Trump est arrivé, ça y est, Israël est sauvé ». Je crois que il n'y a pas de mots dans aucune langue pour décrire la stupidité, la naïveté, la crétinerie de ces gens-là, comme si Trump était le Messie, comme s'il allait sauver le monde et comme s'il allait rester pendant 8000 ans. C'est une virgule dans l'histoire. Il sera là pendant 4 ans, 8 ans et après, ça sera peut-être pire encore qu'avant. Parce que la revanche est toujours pire que la Manche. Il y a la Manche, mais il y a la revanche. Et la revanche, ça fait très mal. Et donc, lorsque les démocrates reprendront le pouvoir et que la gauche idéologique reprendra à nouveau le pouvoir partout dans le monde, elle va revenir avec un esprit de vengeance inimaginable. Inimaginable. J'oserais presque même dire que peut-être, d'après ce que je ressens de plus en plus, peut-être qu'il aurait mieux valu Clinton. Parce que la férocité de l'idéologie gauchiste aurait été moins féroce que ce qu'elle ne le sera dans 4 ou dans 8 ans. Peut-être. Et malheureusement, on en reparlera dans 4 ou 8 ans, on verra si j'avais une fois de plus raison. J'espère pas dans ce cas-là. Sincèrement, j'espère ne pas avoir raison. Mais malheureusement, je crois qu'une fois de plus, j'aurai raison. Et donc, le texte continue et dit « Israël a donc tout à fait raison de ne pas céder. » Je relis la phrase de ce diplomate. « Israël a donc tout à fait raison de ne pas céder. Même si, selon moi, insister bien plus fortement dans sa hasbara, c'est-à-dire que dans sa manière de présenter sa cause dans le monde, notre ami nous reproche ce qui est reproché partout en Israël, c'est qu'Israël est très très médiocre dans sa capacité de faire connaître et faire valoir sa cause sur la scène internationale. C'est vrai que moi-même je ne comprends pas, le juif sait tellement bien parler, comment se fait-il que quand il s'agit de défendre sa propre cause, il ne fait même pas le poids à côté des diplomates palestiniens, que c'est l'occupation israélienne ou le chaos. Ça veut dire que le mot d'ordre de la diplomatie israélienne serait, d'après notre ami, de faire comprendre au monde ce que c'est où vous comprenez notre position, où vous amenez le monde entier au chaos. Cela serait bien utile. Cependant, aucun répit ne sera accordé par la communauté internationale à Israël sans un nombre substantiel de victimes israéliennes. Malheureusement, encore une réalité qui nous révèle les dessous de table de la diplomatie internationale et surtout française. Le monde n'est prêt à donner un éventuel répit à Israël que quand on peut lui présenter suffisamment de victimes du terrorisme ou de guerre. Bon, vous avez perdu quelques centaines d'hommes, de femmes et d'enfants, bon, on vous laisse souffler pendant 1 an ou 2, reprenez-vous. Parce que tout le monde le sait, le monde n'aime que le juif mort.
le monde s'émeut devant l'image de Arbeit macht frei, que le travail rend libre, l'écriteau qui est au-dessus de Auschwitz. On s'émeut devant un juif squelettique en habit rayé. Ça fait pleurer le monde, parce que c'est la larme du crocodile. Mais un juif fort, un juif dans une unité d'élite, un juif dans les services secrets du Mossad, un juif aviateur, un juif champion de Krav Maga, non, ça c'est pas possible, c'est pas vous les juifs, non. Où sont vos cendres, où sont vos corps squelettiques? Donc là encore, une affirmation qui vient droite du Quai d'Orsay. La politique internationale ne pourra éventuellement s'affaiblir à votre égard que quand vous leur présenterez suffisamment de morts à cause d'eux pour justifier un répit. Car évidemment, lorsque les morts ne sont pas en Europe, qui s'en soucie? Ça veut dire qu'il vous en faudra beaucoup de morts pour que vous puissiez demander un répit à l'Europe. Parce que tant que ce n'est pas des morts vraiment en France ou sous les yeux des Français, qui se fout des morts juifs comme on se fout des morts syriens? Alors, donc, et notre ami résume et dit la chose suivante. Dans cette conférence, donc, cette conférence est 1. Le résultat d'un ego personnel, Jean-Marc Ayrault, et national, l'influence diplomatique de la France dans la région et donc dans le monde arabe et dans le monde entier. Donc, première conclusion, cette première cause de la conférence, l'ego individuel du ministre des Affaires étrangères et de celui de la France qui veut jouer un rôle prédominant dans le monde. Deuxième chose, une volonté très claire de mettre la région sous tutelle, soit diplomatique en isolant ainsi Israël, soit plus tard sur le terrain via une pression de l'ONU et l'envoi d'une force. Donc, deuxième raison, c'est parce qu'il y a toujours cet espoir de justifier une intervention internationale en Israël et finalement de bloquer, de détruire la nation israélienne. N'oublions pas, rajoute notre ami, que Jérusalem a toujours, au regard du droit international, et donc pour la communauté internationale qui suit ces conventions et traités, le statut de ville sous tutelle internationale, corpus separatum, nos amis nous envoient les références dans Wikipédia, etc. C'est donc un lieu de jure sous la tutelle des nations, mais occupé illégalement par Israël. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la définition officielle, légale et politique de Jérusalem, c'est ville qui est sous la tutelle des nations, occupée illégalement par Israël, d'où la raison pour laquelle, au consulat français, quand un enfant naît à Jérusalem et qu'on va l'inscrire, puisqu'on a toujours la possibilité d'avoir, même en tant qu'Israélien, la double nationalité, d'être aussi français si les parents sont français, le consulat de Jérusalem mettra né à Jérusalem, ne mettra pas né Jérusalem, Israël. Parce que Jérusalem n'est pas la capitale, n'est même pas une ville d'Israël. Notre ami va beaucoup plus loin. Jusqu'à ce que je lise ce texte, je pensais toujours que la raison pour laquelle mes enfants nés à Jérusalem n'ont pas sur leur passeport français Jérusalem-Israël, c'est parce que la France, et ça je le savais, considère que Jérusalem n'est pas la capitale d'Israël. Mais là je comprends beaucoup plus. C'est qu'ils considèrent que Jérusalem n'est même pas une ville israélienne. Ça va beaucoup plus loin. Puisque d'après le droit international, Jérusalem est une ville occupée illégalement par Israël. Toute la ville. Incroyable. Mais pour aller dans le sens de la prophétie, notre ami est quelqu'un qui est depuis quelque temps déjà accroché à mes cours, donc a appris énormément de choses concernant la Torah et les prophéties d'Israël. Pour aller dans le sens de la prophétie, il est très clair que la force de l'ONU qui sera imposée en cas de conflit entre les deux États, sera composé de militaires et experts occidentaux et arabes. Tout cela fera l'objet d'une négociation à l'ONU. C'est un scénario catastrophe dont Hachem, je l'espère, nous protégera. Un scénario catastrophe dont Hachem, je l'espère, nous protégera. Avec Trump, il nous envoie un répit salutaire, mais ce n'est qu'un répit. À nous de nous préparer pour la phase d'après. La France est très clairement à la proue des efforts internationaux unifiant Esav et Ishmaël contre Israël pour lui mettre la pression, avoir un pied sur sa terre et ensuite la dominer. Je répète cette phrase inimaginable.
La France est très clairement à la proue des efforts internationaux unifiant Esav et Ishmaël, donc le monde occidental et l'islam, contre Israël pour lui mettre la pression, avoir un pied sur sa terre et ensuite la dominer. Quelle meilleure revanche pour un monde qui n'accepte pas qu'un petit peuple moral antique, proche de Dieu et de tout temps persécuté et courbant l'échine devant eux, ne lui tienne désormais tête, arguant des temps bibliques pour justifier son droit à aller contre le droit international des nations. Vous avez vraiment été inspiré, je m'adresse à mon ami dans ce texte. C'est, vous connaissant, j'apprécie d'autant plus. C'est vraiment époustouflant le mérite que vous avez eu de nous transmettre et de transmettre à travers vous au monde un message tellement authentique, tellement profond, tellement incroyable. Vous êtes vraiment aimé du Maître du monde. Je reprends cette phrase merveilleuse. Quelle meilleure revanche pour un monde qui n'accepte pas qu'un petit peuple moral antique, proche de Dieu et de tout temps persécuté et courbant l'échine devant eux, ne lui tienne désormais tête, arguant des temps bibliques pour justifier son droit à aller contre le droit international des nations. Comment? Au nom de la Bible, vous allez contre le droit international? Droit international, dit la personne entre parenthèses, qui de façon intéressante a largement été développé et théorisé par les juristes juifs. Qui mieux qu'une personne qui est un ancien diplomate sait que tout le droit international puise aux sources de la Torah d'Israël, aux sources de la Bible. Et c'est exactement la même chose. Ils nous ont pris Jésus, ils nous ont accusés, nous juifs, d'avoir tué un juif. Aujourd'hui, 90% du droit international est fondé sur la morale biblique. Et au nom de la morale biblique, devenue le droit international, on veut condamner les Juifs qui vous ont donné le droit international. On vous a donné Jésus, vous nous tuez au nom de Jésus. On vous donne la Bible, vous nous tuez au nom de la Bible. Le mystère d'Israël, regardez maintenant ce que la personne dit. Le mystère d'Israël ne colle pas avec la marche du monde des nations, tel que vécu par Esav et Ishmaël. L'histoire d'Israël, comme je l'enseigne tout le temps, est trop marginale, trop incompréhensible. Elle sort des normes historiques telles que le monde occidental, Esav, ou telles que l'islam, Ishmaël peuvent le comprendre. On dérange. Hachem leur montrera qui a sa présence. Mais en attendant, nous devons, selon moi, regarder le message que cet ancien diplomate du Quai d'Orsay nous adresse. Mais en attendant, nous devons, selon moi, nous renforcer dans la gvoura. Cette personne connaît l'hébreu. Dans la force, gvoura c'est la force. Et les mitzvot, l'accomplissement de la Torah. Redoubler d'intelligence malicieuse et nous unir en tant que peuple. Les temps de la rédemption sont bien là. Et on ne peut que s'en réjouir. Comme vous le rappelez au début du séminaire Chai. Wow. D'abord, je voudrais adresser une fois de plus tous mes remerciements les plus profonds à cette personne, notre ami, notre élève, qui a eu le courage et surtout le mérite d'envoyer un texte pareil, qui est l'un des plus grands témoignages de l'authenticité de tout ce que nous transmettons, tout ce que nous enseignons depuis des semaines, des mois et des années. Enfin, un témoignage provenant du Quai d'Orsay lui-même qui témoigne de l'authenticité de tout ce que la Torah transmet, de tout ce que nous transmettons au nom de la Torah. Et je rajouterais que finalement, le retour d'un tel personnage qui se définissait lui-même au début de son intervention comme un vrai fils des nations, ça veut dire quelqu'un qui était français et fier de l'être, et qui en découvrant la Torah a changé toute sa vision, toute sa compréhension du dédain, peut-être même de la haine d'Israël, est passé à l'amour et à la compréhension du destin et de l'histoire de notre peuple. C'est aussi, au-delà du texte, un encouragement, un avant-goût de la délivrance finale, où finalement, des personnes comme celles qui ont envoyé ce texte, il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions,
qui se sont déjà réveillés se réveilleront au fur et à mesure que nous avançons proche de la délivrance finale. Et donc cette personne est le symbole finalement de cette humanité qui se reconstruit, qui ouvre les yeux et qui sort enfin de siècles, de millénaires de mensonges et de diabolisation du peuple juif. Merci, véritablement merci. En mon nom, au nom de tout Israël, au nom de tout ce qu'il y a de bon et de vrai partout dans les nations, je vous dis merci pour ce texte et que vous puissiez avoir une réussite absolue dans tous les domaines et être à nos côtés pour mériter la délivrance finale. À nous tous aussi, on arrête le cours pour aujourd'hui, il n'y aura pas de questions. Je pense qu'après un texte pareil et un enseignement pareil, je pense que la meilleure des choses que nous ayons à faire, c'est de méditer, d'écouter, de réécouter ce cours. Et on se retrouvera tous et toutes très très bientôt, demain Bezrat Hashem ou tout à l'heure, pour le cours de chez Monsieur K.